C'est un tournant stratégique majeur, la France et le Royaume-Uni ont annoncé vouloir unir leurs forces nucléaires pour mieux protéger l'Europe face à, je cite, toute menace extrême. Mais alors en quoi consiste concrètement cette alliance et de quelle menace parle-t-on? Salut, c'est Samy, je remplace Hugo pour aujourd'hui et j'espère que vous allez bien, c'est parti pour le sujet à la une de ces actus du jour. Emmanuel Macron était donc en visite au Royaume-Uni depuis lundi pour aborder différents sujets et notamment la défense de l'Europe. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a d'ailleurs accompagné Emmanuel Macron sur l'ensemble de ce déplacement. Cette visite est assez inédite puisqu'il s'agit de la première visite d'un dirigeant français au Royaume-Uni depuis 17 ans. La dernière avait eu lieu en 2008 lorsque Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République, avait été reçu par la reine Elisabeth II et c'était donc avant le Brexit. Et pour bien comprendre l'enjeu de ce rapprochement, il faut justement revenir rapidement sur ce point. Le Brexit, qui a donc officiellement acté le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne, a officiellement eu lieu le 31 janvier 2020 à la suite d'un référendum. Ce retrait avait plusieurs buts affichés, notamment celui de redonner plus d'autonomie au Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe, mais aussi de mettre fin à sa contribution financière au budget de l'Union Européenne. Alors on va pas rentrer dans tous les détails ici, mais pour revenir à notre sujet, en quittant l'Union Européenne, on pourrait se dire que le Royaume-Uni s'est éloigné de sa coopération militaire avec l'Europe. Pourtant la réalité est bien différente, malgré des désaccords sur certains points, et même si le Royaume-Uni est allé chercher d'autres partenaires à l'international, notamment en se rapprochant des États-Unis, eh bien le pays a continué à maintenir sa coopération militaire avec l'Union Européenne, et tout particulièrement avec la France. Très récemment, en mai 2025, les deux pays ont même signé un nouveau partenariat stratégique portant notamment sur la sécurité et la défense, avec pour but d'échanger davantage d'informations et de mettre en place plus d'exercices militaires entre leurs armées. Et donc je le disais, ce jeudi, le président français et le premier ministre britannique Keir Starmer ont donc signé une nouvelle déclaration sur la dissuasion nucléaire qui affirme, je cite, pour la première fois que les moyens de dissuasion respectifs des deux pays sont indépendants mais peuvent être coordonnés. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien cela signifie que les deux pays, qui sont les deux seules puissances détenant l'arme nucléaire en Europe occidentale, s'engagent désormais à coordonner leur stratégie de dissuasion nucléaire et donc de potentiellement coordonner leur réponse nucléaire face à une attaque extérieure. Selon le ministère de la Défense britannique et la présidence française, je cite, il n'existe aucune menace extrême sur l'Europe qui ne susciterait une réponse des deux pays. Tout adversaire menaçant les intérêts vitaux du Royaume-Uni ou de la France pourrait être confronté à la puissance des forces nucléaires des deux nations. Malgré cette déclaration, les deux puissances précisent que chaque pays conserve son indépendance décisionnelle. Ça signifie que si l'un des deux pays décide d'utiliser l'arme nucléaire en cas de menace extrême, l'autre pays ne sera pas forcé de l'utiliser. Il s'agit là plutôt d'une annonce envoyant donc un signal d'unité et de coopération de la France et du Royaume-Uni face aux menaces extérieures. Pour ce faire, un groupe de supervision nucléaire, coprésidé par l'Elysée et le cabinet Office britannique, sera notamment chargé de coordonner la coopération entre les deux pays, selon la présidence française qui n'a cependant pas encore donné plus de détails. Mais alors pourquoi cette déclaration maintenant? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière déclaration conjointe de la France et du Royaume-Uni en matière de dissuasion nucléaire datait de 1995, et autant dire que la situation a bien changé depuis. Dans cet accord, les deux pays affirmaient, je cite, ne pas imaginer de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'un des deux pays pourraient être menacés sans que les intérêts vitaux de l'autre le soient aussi. Aujourd'hui, cette doctrine a donc été remise à l'ordre du jour en évoquant directement et de manière plus offensive une réponse nucléaire à la menace. Et pour cause, elle intervient dans un contexte d'incertitude géopolitique, notamment vis-à-vis de la Russie, même si, attention, à l'heure actuelle, on est encore très loin d'une menace extrême russe qui nécessiterait l'utilisation de l'arme nucléaire. L'un des objectifs est donc ici de dissuader la Russie d'attaquer de nouveaux territoires, et notamment ceux de l'Union Européenne. Et cette déclaration a aussi pour but de renouer et renforcer les liens entre la France et le Royaume-Uni, alors que l'engagement militaire des États-Unis en Europe en cas de nouveaux conflits majeurs reste aujourd'hui incertain. En fait, la France et le Royaume-Uni sont tous les deux membres de l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis et qui repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Concrètement, selon l'article 5 de l'OTAN, une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. Le truc, on en a déjà parlé ces derniers mois, c'est que Donald Trump a déjà laissé entendre qu'il laisserait la Russie attaquer tout membre de l'OTAN qui ne contribuerait pas suffisamment au budget de l'Alliance, laissant donc entendre qu'il ne respecterait pas l'article 5 du traité de l'OTAN. En février 2024, par exemple, il avait affirmé lors d'un meeting qu'une fois président, la Russie pourrait faire ce qu'elle veut avec les membres de l'OTAN qui n'ont pas atteint leur objectif en matière de dépenses militaires. Alors fin juin, les pays membres de l'OTAN se sont accordés pour porter leurs dépenses de défense à 5% de leur PIB d'ici 2035, ce que le président des États-Unis a salué comme étant une très grande victoire, mais l'Europe est depuis quelques mois dans une dynamique qui consiste à mettre en place une stratégie de défense qui se reposerait moins sur la protection des États-Unis. Bon alors pour nuancer tout ça, il faut tout de même savoir que les missiles nucléaires britanniques sont conçus avec la collaboration des États-Unis, avec notamment certains composants qui viennent directement des États-Unis. À noter parallèlement que le Royaume-Uni a aussi annoncé fin juin qu'ils allaient acheter des avions de chasse non pas français mais états-uniens. L'objectif c'est de se doter d'une dissuasion nucléaire aéroportée pour pouvoir larguer une bombe nucléaire depuis le ciel, ce que le
Royaume-Uni n'est pas encore en capacité de faire aujourd'hui. En tout cas, pour en revenir à la visite d'État d'Emmanuel Macron, elle a aussi été l'occasion pour les deux pays de coprésider ce jeudi une réunion de la coalition des volontaires. Cette initiative lancée en mars 2025 par la France et le Royaume-Uni rassemble une trentaine de pays, principalement européens mais aussi nord-américains et alliés, qui sont prêts à soutenir activement l'Ukraine face à la Russie. Keir Starmer et Emmanuel Macron ont d'ailleurs appelé ce jeudi à accroître la pression sur le président russe Vladimir Poutine avec de nouvelles sanctions pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine. Et avant de laisser la parole à Blanche pour les actualités, en bref, je voulais aussi revenir sur une autre annonce faite par le Premier ministre britannique ce jeudi. Il s'agit d'un nouvel accord avec la France concernant les traversées de la Manche. Concrètement, le Royaume-Uni pourra renvoyer en France les migrants arrivés illégalement sur son sol. Pour chaque personne renvoyée, une autre pourra rejoindre le Royaume-Uni via un parcours légal et encadré. L'accord devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, on aura l'occasion d'en reparler. A noter que depuis le début de l'année, plus de 21 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni, ce qui est un record. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 12 nouvelles personnes accusent l'abbé Pierre, décédé en 2007, de violences sexuelles, dont 7 qui étaient mineures au moment des faits reprochés. Cela porte donc à 45 le nombre total de personnes qui accusent le prêtre de violences sexuelles. Ces nouvelles accusations ont été dévoilées par le cabinet EGAE, missionné pour recueillir la parole des personnes qui ont subi des violences de la part de l'abbé Pierre. Cette nouvelle vague de témoignages inclut des accusations d'agression sexuelle et de viol. Certaines victimes étaient très jeunes, âgés parfois de 10 ou 11 ans, et certains faits remontent jusque dans les années 50. En parallèle, l'association Emmaüs, fondée par l'abbé Pierre, ainsi que l'Église catholique de France, ont annoncé la création d'un fonds de réparation financière destiné aux victimes de l'abbé. Il sera opérationnel dès septembre et financé avec les fonds propres d'Emmaüs et de la Conférence des évêques de France, l'instance qui regroupe l'ensemble des évêques et cardinaux. Les premières accusations contre l'abbé Pierre ont été dévoilées il y a près d'un an, en juillet 2024. Elles ont notamment mené au changement de nom de l'ancienne Fondation Abbé Pierre, désormais baptisée la Fondation pour le logement des défavorisés. Deuxième actu, la réforme du scrutin pour les élections municipales à Paris, Marseille et Lyon a été adoptée définitivement par le Parlement et sera donc mise en place dès les prochaines élections en 2026. Elle porte sur ces 3 villes précisément car ce sont les seules à être divisées en arrondissements et elles ont donc un fonctionnement spécifique pour les municipales. Alors je vais essayer de la faire courte, mais concrètement, lors des élections municipales, on vote pour des listes de conseillers municipaux qui ont à leur tête le candidat pour la mairie. À Paris, Marseille et Lyon, c'est le même principe, mais par arrondissement. Les habitants votent pour élire le maire de leur arrondissement. Une partie proportionnelle des élus siège ensuite à un conseil à la taille de la ville et élisent le maire de la ville. Ce qui va changer, c'est que désormais, les élections par arrondissement et pour la ville seront déconnectées. Les partis pourront proposer des listes intra-arrondissement et pour le conseil municipal de la ville. Les habitants de ces villes voteront donc 2 fois, pour leur arrondissement et pour la ville entière. Certains partis pourront donc ne proposer de liste que pour la ville et pas intra-arrondissement, ce qui ouvre plus l'élection aux petits partis car ils ont besoin de moins de candidats. Les défenseurs du texte affirment qu'il permet de rapprocher ces villes du système appliqué partout ailleurs où l'on vote pour un maire directement. Mais ses opposants craignent que certains arrondissements ne soient plus représentés à terme au conseil municipal. En tout cas, en pratique, sur les résultats purs, cette réforme pourrait ne pas changer grand-chose la plupart du temps, sauf si un parti ne se présente pas sur les 2 votes. Il y a peu de chances qu'un électeur vote pour 2 partis différents. Troisième actu, je voulais qu'on fasse un point sur la situation au Proche-Orient. Les négociations se poursuivent depuis dimanche dernier à Doha, au Qatar, entre le Hamas et Israël, en vue d'un éventuel cessez-le-feu. Dans la soirée de mercredi, le Hamas a annoncé dans un communiqué avoir accepté de libérer 10 otages israéliens en cas d'accord sur un cessez-le-feu. À l'heure actuelle, il reste 49 otages israéliens retenus à Gaza, dont 27 déclarés morts par l'armée israélienne. Le groupe islamiste s'est dit prêt à surmonter les obstacles malgré des négociations difficiles en raison de l'intransigeance de l'occupation. Selon lui, les questions essentielles sont toujours en négociation, notamment un cessez-le-feu permanent, donc la fin définitive des attaques et le retrait de l'armée d'Israël de la bande de Gaza. De son côté, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, estime que les 2 parties se rapprochent d'un accord et il pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils l'obtiennent. À noter au passage que l'Union européenne a trouvé un accord avec Israël pour étendre l'aide humanitaire à Gaza. Concrètement, il y aura plus de points de passage ouverts et plus de camions d'aide et de nourriture qui entreront dans la bande de Gaza. Quatrième actu, le président des États-Unis, Donald Trump, veut imposer des droits de douane de 50% sur les produits importés aux États-Unis depuis le Brésil, en soutien à l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Les droits de douane, donc des taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger, sont actuellement de 10%. Pour vous resituer, Jair Bolsonaro, qui était président du Brésil de 2019 à 2023, est visé par des poursuites par le tribunal suprême fédéral de son pays. Il est accusé d'avoir tenté de mettre en place un coup d'État en 2023 lors de
l'élection de son opposant Lula. Bolsonaro aurait également planifié le meurtre de Lula et la prise de contrôle des médias brésiliens, impliquant notamment des membres de haut rang de l'armée. Le jugement est attendu d'ici quelques mois et Jair Bolsonaro risque 40 ans de prison. Et le truc, c'est que Donald Trump, qui est un allié de Bolsonaro, affirme que la façon dont le Brésil traite l'ancien président est, je cite, une honte internationale, parlant même d'une chasse aux sorcières qui doit cesser immédiatement. Il décrit Jair Bolsonaro comme un dirigeant hautement respecté dans le monde entier durant son mandat. En réponse, Lula a annoncé que cette hausse des droits de douane américaine ferait l'objet d'une réciproque par le Brésil. On suivra ça. 5e actu en France, le Parlement a adopté définitivement ce jeudi le projet de loi pour refonder Mayotte, un département français d'outre-mer qui est aussi le département le plus pauvre de France et qui a subi en décembre le passage du cyclone Chido. Concrètement, cette loi prévoit 4 milliards d'euros d'investissement public étalés sur 6 ans destinés à changer l'organisation du département. Elle inclut une harmonisation des droits sociaux entre Mayotte et l'Hexagone. En fait, actuellement à Mayotte, le RSA, donc le revenu minimum en France, est 2 fois plus bas que dans l'Hexagone, alors même que 77% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté et que les produits alimentaires coûtent en moyenne 30% plus cher que dans l'Hexagone. Les 2 priorités, selon le ministre des Outre-mer Manuel Valls, sont l'immigration clandestine et l'habitat illégal. Le texte permet notamment de faciliter la destruction des bidonvilles avec des possibilités d'éviter de devoir proposer un relogement en échange. Il inscrit aussi dans la loi le recensement exhaustif de la population, considérée comme sous-estimée. Enfin, le texte propose de supprimer d'ici à 2030 le visa territorialisé, un visa qui empêche le détenteur de se rendre dans l'Hexagone tout en vivant à Mayotte. Les Mahorais dénonçaient ce visa comme une injustice et un manque de solidarité de l'Hexagone face à la situation sur l'archipel. 6e actu, l'humoriste français Bounaïmin est mort ce jeudi matin après une chute de 8 étages d'un immeuble du 17e arrondissement de Paris. Il était âgé de 43 ans. D'après son producteur Philippe Delmas, qui a publié un communiqué sur Instagram relayé sur le compte de l'humoriste, Bounaïmin essayait de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon et a glissé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et c'est donc la piste accidentelle qui est désormais privilégiée. Bounaïmin avait intégré le Jamel Comedy Club en 2014, il avait aussi joué dans le dernier Astérix de Guillaume Canet, sorti en 2023. Et on termine avec cette actu, 18 mesures pour simplifier la vie aux personnes en situation de handicap ont été dévoilées par le gouvernement ce mercredi. Le but est notamment d'alléger les démarches et réduire les délais des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui attribuent les aides et étudient environ 5 millions de dossiers par an. C'est ce qu'a déclaré la ministre chargée des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, dans une interview à Ouest France. Parmi les principales mesures, il y a des rendez-vous en présentiel dans les MDPH pour les premières demandes, qui se font aujourd'hui surtout par courrier, en ligne ou par téléphone. Retirer au MDPH la gestion des demandes de carte d'invalidité pour les plus de 60 ans, qui représentent actuellement un quart des dossiers traités, ou encore déployer l'intelligence artificielle pour accélérer le traitement des dossiers. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus sur ces mesures. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour écouter facilement l'actu cet été, n'hésitez pas aussi à nous suivre en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Et merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo.